Très bien, bonjour tout le monde. Il y a encore quelques personnes que je vois arriver, mais on va démarrer ce webinaire sur comment identifier les contraintes en production et en projet, qui est une suite de nos webinaires quasi hebdomadaires que nous tenons depuis quelques mois maintenant, autour de la théorie de contraintes et d'autres sujets. Alors, les lessons learned, qu'est-ce que nous on retient de tout ça pour savoir quelles sont les règles à suivre ou les idées à avoir en tête quand on cherche sa contrainte ou cherche à confirmer qu'on a identifié la bonne contrainte. Une d'entre elles, c'est que il ne faut pas confondre un problème et une contrainte de capacité. On vient d'en avoir un cas, mais je pourrais vous en donner 50 autres, où ils utilisent le mot goulot, mais en fin de compte, c'est juste un problème important peut-être, sujet de conversation dans presque toutes les réunions, et ainsi de suite, mais pas une contrainte de capacité. Okay. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que c'est quelque chose qui dysfonctionne régulièrement et qui est embêtant qu'on est en train de parler d'une contrainte de capacité. C'est tout à fait important, mais ce n'est pas une contrainte de capacité. Deuxièmement, et c'est peut-être une des erreurs le plus souvent faites, erreur et aussi raison pour ne pas se mettre à la théorie des contraintes, parce qu'on a raté un point fondamental. On peut identifier dans pas mal d'entreprises, là aussi probablement la majorité, deux différents types de ressources, le goulot baladeur et le goulot structurel. Et les gens ont tendance à dire, moi ça m'intéresse la théorie des contraintes, mais mon goulot se déplace sans cesse d'une semaine sur l'autre, etc. Donc je vais appliquer la théorie des contraintes, mais chaque semaine ça sera différent. Okay. C'est une erreur. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas les goulots baladeurs. Ces ressources sont effectivement ont des vagues de travail et deviennent des problèmes ponctuellement, soit parce qu'ils reçoivent plusieurs lots à la fois, donc tout d'un coup ils ont 10 jours de travail à faire, et il y a une grosse file d'attente, et où ils ont des problèmes d'absentéisme, de fiabilité de la machine, de problèmes qualité, etc. Donc ces choses-là, elles existent, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce que nous cherchons, c'est le goulot structurel, celui qui est là à peu près toute l'année, en tout cas sur une période longue, et qui est masqué justement par les goulots baladeurs. De temps en temps, il va apparaître dans la liste du tiens, le goulot baladeur, c'est lui. Oui, en fin de compte, c'est toujours lui. Et vous ne le voyez pas parce qu'il y a des grosses vagues de travail qui se promènent à travers le système et qui déportent votre regard ailleurs. Mais le goulot structurel, il est caché par ces goulots. Pardon, le goulot structurel est caché par les goulots baladeurs. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver le goulot structurel, celui qui se cache derrière tout ça. Donc ça aussi, ça arrive très très souvent. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, ça fait longtemps que je le dis, donc en 2020 c'est encore le cas, ont plutôt beaucoup trop d'encours que pas assez. Et donc il y a des grosses vagues d'encours qui se passent avec des gros lots à travers le système. Et ça donne l'apparence d'un système dynamique. Enfin, c'est un système dynamique, mais ce que nous cherchons, c'est ce qui est caché structurellement derrière. Ça, c'est une des choses les plus importantes à noter. Ça ne peut pas être normalement un goulot baladeur. Ça fait 1% des entreprises qui ont le droit de dire j'ai un goulot qui se balade vraiment parce que mon carnet de commandes fait que. Mais 99% des cas, faites attention, vous vous trompez. Derrière les goulots baladeurs, il y a un goulot structurel qui se cache. Vous l'avez vu à plusieurs reprises dans ces exemples, et c'est vrai que c'est assez vrai. Les gens ont tendance à confondre là où le goulot devrait être et là où il est vraiment. Et donc, ils vont régulièrement, sans trop réfléchir, vous dire que cette belle machine, la plus chère, la plus noble, cœur de métier de mon entreprise, c'est elle la contrainte de capacité. Je n'aurai pas le temps dans ce webinaire-ci de détailler qu'est-ce que c'est, à mon sens, un bon ou un mauvais goulot. Mais effectivement, la machine la plus chère, pour rester très simple aujourd'hui, de son entreprise, c'est peut-être la bonne ressource pour avoir, ou la moins mauvaise ressource à avoir comme goulot. Donc effectivement, ça devrait peut-être être le goulot, mais très 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 souvent, ce qu'on découvre, c'est que le goulot est ailleurs, il est beaucoup plus regrettable, beaucoup plus ridicule. Regardez tous les cas que nous avons. C'est donc
malheureusement, pour nous, presque une question de méfiance. Dès qu'il y a quelqu'un qui nous dit, regardez, le goulot il est là, et c'est la machine la plus chère et la plus belle, il y a quand même de très très fortes chances que ce ne soit pas le cas. Ok. Donc faites attention à ça si vous pensez que votre ressource la plus cœur de métier plus belle, plus chère est le goulot. C'est peut-être pas le cas. D'accord. Alors, attention à demander la réponse à l'ordinateur pour de très nombreuses raisons. Une, on l'a vu avec un des exemples, c'est que les systèmes de production, quels qu'ils soient, ont tendance à avoir de plus en plus de choses qui sont indirectes par rapport au direct dans la modélisation de la production. Et toutes ces opérations indirectes sont en général pas gérées de manière capacitaire. On a eu l'exemple tout à l'heure du contrôle qualité. Ça, c'est un point. Deuxièmement, en fin de compte, les chiffres sont quand même très très faux. Excusez-moi, mais je ne suis pas à ma première. Quand on vous donne des TRS, même quand on vous donne des temps unitaires dans les gammes, etc., il y a beaucoup beaucoup d'erreurs dans la qualité des données, et donc l'ordinateur n'en sait rien. D'autant plus que quelque part, on a tordu le système année après année avec la démarche budgétaire, pour faire en sorte qu'au niveau de l'ordinateur, en tout cas, on ne voit pas de gros goulots et ni de gros non-goulots, parce que ça aurait été une erreur de gestion. Bref, on a lentement détruit la capacité de son système de gestion informatique à voir les goulots, parce que en tout cas pour le middle management, c'est une erreur de gestion, n'est-ce pas? Il ne devrait pas y avoir de goulots. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je vous l'ai prévenu, je vais le dire plusieurs fois, le kicker en bas ici, faites attention, plus de 50% des cas d'entreprises industrielles dans lesquelles nous intervenons aujourd'hui, la contrainte de capacité est le contrôle qualité, ou plutôt la gestion de la qualité au sens large. Ça peut être contrôle qualité, assurance qualité, documentation qualité. La gestion de la qualité en termes opérationnels est très souvent la contrainte de capacité du système, et c'est très mauvais pour la santé. C'est le pire endroit possible et imaginable d'avoir un goulot, n'est-ce pas? Et ça arrive dans 50% des entreprises chez qui nous intervenons. Autre erreur que l'on voit fréquemment, c'est qu'on nous dit que son assemblage est une contrainte de capacité. Et c'est vrai que nous encourageons les entreprises à regarder leur file d'attente pour déterminer où sont les goulots. Et on peut trouver des grosses files d'attente devant les postes d'assemblage, et donc une première hypothèse que ça puisse être la contrainte de capacité. Et quelque part, c'est pas complètement faux, mais il y a une erreur de raisonnement. On n'a pas fait le 5 pourquoi, si vous préférez. C'est-à-dire que si je me permets de faire très simple, de manière très simpliste, dire qu'il y a deux types de chaînes d'assemblage. Certaines qui sont relativement structurées avec des convoyeurs entre les opérations, de nombreuses personnes qui travaillent tous en synchro, etc. On va s'assurer qu'on a un complet conforme avant de lancer des lots en assemblage sur ces lignes. Mais il y a beaucoup plus de postes d'assemblage en petite et moyenne série, où voilà, c'est un poste d'assemblage, les pièces sont amenées, on va travailler dessus et on va faire l'assemblage. Très souvent, 95-99% des cas, l'assemblage, c'est pas la capacité d'assemblage, le nombre de personnes qui savent tenir un tournevis, etc., qui est en train de déterminer le débit, c'est le fléau des manquants. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, c'est pas la capacité d'assemblage qui est la contrainte de capacité. Vous avez un problème, soit c'est que quelque part dans votre supply chain, le pilotage des flux, vous avez encore beaucoup trop de manquants. Et en fin de compte, puisque vous faites peut-être pas suffisamment bien le complet conforme, vous lancez des choses avec des manquants auprès de l'assemblage, donc ils essayent, ils en assemblent une partie, puis ils s'arrêtent en disant je ne peux plus continuer. Okay, donc on a des taux d'assemblage pendant le temps pendant lequel les gens assemblent véritablement les produits, qui peut être ridiculement faible. Ça peut aller jusqu'à seulement 20%, n'est-ce pas? Le reste du temps, on va chercher les pièces où on discute de problèmes. Ça peut aussi être des problèmes de non-qualité, défaillance de livrable de l'ingénierie, etc. On a tout sauf que
le plan n'est pas, on ne peut pas l'assembler sans percer un trou supplémentaire, donc il faut appeler le bureau d'études pour savoir comment on fait, parce qu'il y a bien le fil, mais il n'y a pas le trou pour faire passer le fil, ce genre de choses. Donc tous les problèmes de non-qualité aussi qui peuvent réduire l'efficacité de l'assemblage. Et une des manières de vous en convaincre, c'est que de temps en temps, votre poste d'assemblage va tomber en marche. Pendant 2 jours, il va tout d'un coup faire des superbes performances. Ça montre ce qu'il est capable de faire en capacitaire, en sprint, parce qu'il avait toutes les pièces. Et l'autre très mauvaise raison de découvrir ça, c'est pour ceux qui souffrent, ce qui est très mauvais pour la santé, de pic de fin de mois, c'est-à-dire que vous vendez, assemblez, vendez, expédiez beaucoup plus dans la dernière semaine d'un mois que les premières semaines. Regardez les performances que vous arrivez à faire ces jours-là, là, en fin de mois, et vous verrez que puisque tout le monde s'est retroussé les manches pour pouvoir faire sortir les produits, à ces moments-là, les postes comme l'assemblage et d'ailleurs ce qui suit, l'emballage et ainsi de suite, sont totalement surcapacitaires. Il n'est pas rare de trouver x4, x6 dans les capacités d'emballage d'une entreprise pour que vous puissiez paniquer en fin de mois ou paniquer pour terminer la commande qui était en retard et la mettre dans le camion. Okay. Le petit clicker en bas là au dernier point de ce slide, trop peu appliqué, le principe du complet conforme. Je ne commence pas un assemblage sans avoir toutes les pièces. C'est juste, faut pas tricher avec ça. Dès qu'on commence à tricher, allez, une année plus tard, de toute façon, ça devient la cacophonie et on passe son temps à chasser les manquants et il n'y a plus personne qui travaille. Donc, si vous ne le faites pas, appliquez, réappliquez le complet conforme de lancement pour les opérations d'assemblage. C'est un leurre que de pouvoir penser que vous pouvez éviter cette règle. Dans les projets, c'est un peu différent parce que dans le monde des projets, on a beaucoup moins de données fiables que dans l'usine. Dans l'usine, au moins, on a des temps unitaires. J'ai dit qu'ils n'étaient pas justes, mais ils ne sont pas complètement faux. Donc on a des modèles de capacité, de charge, etc. Dans le monde des projets, le temps qu'il faut pour accomplir une tâche, de dessiner un plan, de trouver un fournisseur, de faire ceci et cela, on n'en a pas la moindre idée. Donc les données, si elles existent, sont totalement fausses. Okay. Et donc la répartition des capacités est encore plus déséquilibrée dans le monde des projets qu'il ne l'est dans le monde physique d'une production. La façon de les trouver demeure la même. Je vous en ai donné quelques exemples. Rechercher la file d'attente. Et le genre de contraintes qu'on trouve ici, excusez-moi si c'est un peu facile pour moi de vous le dire, parce que c'est pas évident d'y trouver la réponse. C'est que les entreprises essayent de développer les produits de demain avec les ressources et capacités d'hier. Donc il y a de plus en plus d'électronique, de software dans votre produit, probablement, même si c'est une brosse à dents. Donc vous allez vous retrouver probablement avec un manque de capacité d'électroniciens, de programmeurs, etc. Et pas de problème de capacité pour le dessinateur mécanique, etc. Donc c'est plutôt les nouveaux métiers qui ont tendance à être les contraintes de capacité dans le monde des projets. Avec une effroyable caractéristique aussi, c'est que les étapes de test des produits sont aussi souvent des contraintes de capacité, que ce soit en développement informatique pur ou dans le développement d'un produit un peu sophistiqué qui doit être testé. Au moins pour le deuxième cas, des équipements sophistiqués qui doivent être testés, on a la petite excuse que les bandes tests, etc., coûtent des fortunes, donc on n'est pas amplement équipé avec ces équipements de test coûteux. Dans les tests informatiques, c'est un peu autre chose quand même, c'est plutôt que puisque ça n'intéresse personne, c'est embêtant, c'est moins amusant que de développer du code, de faire des fonctionnalités, etc. C'est le parent pauvre par manque d'attention managériale, et on se retrouve avec des contraintes de capacité au test, ce qui est le pire endroit pour avoir une contrainte de capacité dans ce monde-là. Okay, donc contrôle qualité ou test, vous voyez qu'il y a quand même, excusez-moi de me répéter, mais il y a des choses qu'on voit et qu'on revoit cas après cas de manière impressionnante. Alors pour trouver la contrainte, je l'ai dit, oubliez un peu les données que vous pourriez avoir dans vos systèmes de gestion. C'est d'où le logo d'ailleurs de Maris Consulting, c'est toute une histoire de mécanique des fluides. Les produits vont naturellement s'entasser devant la contrainte de capacité, n'est-ce pas? Quel que soit votre système de gestion, vos chiffres, etc.
Et donc, il faut absolument trouver la plus grosse file d'attente dans votre système, que ce soit dans le monde des projets ou dans le monde de la production. Et si c'est difficile, ça peut parfois être un peu difficile, par exemple dans le monde des projets, il y a une autre approche qui est de se lancer à pousser les flux, à les accélérer, etc. Et regarder ce qui cause les retards les plus fréquents. Et donc là, il faudrait que vous regardiez les nombreuses vidéos qu'on a sur la partie chaîne critique. Dans la chaîne critique, quand on met exécution chaîne critique, on devrait en fin de compte noter pourquoi j'ai pris plus de temps que le temps focus, le temps rapide. Bref, pourquoi j'ai pris du retard. On note pourquoi. Et en regardant, en faisant une analyse Pareto de ces causes, vous allez trouver la ressource. C'est un peu comme ça qu'on l'a trouvé dans le cas de médical que j'ai cité. C'était cette ressource-là qui causait le plus de retard dans l'exécution. Donc voilà, les files d'attente, les mascottes, pareil, il faudrait que vous regardiez les vidéos sur la chaîne critique pour comprendre ce que c'est. Mais la mascotte suit un projet dans un environnement, c'est un gros objet remarquable, comme les photos que vous avez là. Et quand on trouve un troupeau de cochons roses et autres bizarreries devant un poste de travail, devant un bureau d'un expert ou devant un service particulier, c'est une file d'attente conséquente et vous avez probablement trouvé le goulot. Okay. Voilà, c'est effectivement plus facile, enfin, ça dépend un peu du produit. C'est plus difficile dans le monde des projets parce que parfois c'est immatériel complètement, c'est dans les ordinateurs, ou alors c'est des piles de papier, hein, parfois. On peut trouver 5 mois de travail qui représentent une pile de papier comme ça. Mais bon, faut garder les yeux ouverts. Dans la production de produits physiques, souvent les produits sont de telle taille qu'on les voit. Parfois c'est un peu moins vrai quand vous faites ça dans l'horlogerie, les montres de luxe, etc. Et que c'est des minuscules pièces. Faut avoir le regard aguerri pour savoir que ce que vous cherchez, il est bien là, mais il n'est pas bien gros. Voilà. Mais la logique est toujours la même. On cherche des grosses files d'attente. Et c'est ça absolument à tout moment. Et s'il vous plaît, faites-le pour de vrai, parce que pas plus tard qu'hier après-midi, on avait pourtant formé les gens à ce que je viens de vous expliquer. Et on a dû refaire le test avec eux. On a pris les 4 dernières semaines des files d'attente. Et c'était un cas d'école pourtant. Et donc, regardez, c'est ça qui va vous permettre de vous remettre en cause. Et c'est ça qui va vous permettre d'éviter les erreurs des 80% des gens. Donc, trouvez vos longues files d'attente, elles sont bien là.